Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux branchés sur LFTV, il est temps de vous informer. Le Guinée-Bissau confronté à un nouveau coup d'État après annonce du renversement du président par les autorités militaires. Plusieurs sources rassurent qu'il y a encore deux flous qui surgissent autour de cette question. Mais sinon, les images que nous allons vous passer tout de suite vont tout justement vous donner en plus les détails. تعبت Quelques habitants. Alors en banlieue où il n'y a pas de circulation non plus, on voit des militaires à chaque rond-point. Véritablement, ils sont partout. En revanche, dans les quartiers, la vie reprend un peu, mais les gens sont obligés de tout faire à pied. Quelques commerces de proximité ont rouvert et les gens essayent de vaquer à leurs occupations, mais bon, c'est très limité. Ils ne sont pas tous au courant de ce qui se passe, en tout cas des derniers développements, parce que les médias, radio, télévision ont été suspendus. Il n'y a que la radio publique et la télévision publique qui fonctionnent. WhatsApp fonctionne encore. En revanche, les autres réseaux ont été suspendus ou ne sont accessibles qu'avec un VPN. Et donc, les gens restent évidemment prudents dans cette situation. On n'est pas du tout revenu à la normale. Alors, en centre-ville, c'est encore plus désert. Il n'y a pas âme qui vive, me disait quelqu'un. Il y a seulement des militaires qui patrouillent et qui sont postés partout. Et d'ailleurs, la grande avenue qui dessert le centre-ville, qui va de la Présidence à l'Océan, est carrément bouclée. Pour le reste, aux dernières nouvelles, le président qui a été démis, Umaru Sissoco Embalo, se trouve toujours à l'état-major où hier, il disait être détenu. Il y a passé la nuit. Domingo Chimoche Pereira, DSP, qui est le grand opposant en Guinée-Bissau, le leader du PAIGC, lui serait détenu à la base aérienne, qui est une autre base militaire. Il avait été arrêté par des hommes armés hier après-midi. On était depuis sans nouvelles de lui. En revanche, le candidat Fernando Dias, qui apparaissait comme l'adversaire le plus sérieux au président Umaru dans ce scrutin, a publié hier soir une vidéo sur les réseaux où il explique être en lieu sûr et avoir échappé de peu à une tentative d'arrestation. Et il redit, comme plusieurs voix de l'opposition, que tout cela est une grande manipulation de la part du président Embalo pour confisquer l'élection. Voilà ce qu'il dit en gros dans cette vidéo. Voilà, un incendie violent déclenché à Hong Kong ce matin dans un immeuble résidentiel du quartier Coron, provoquant ainsi une importante intervention du secours selon les autorités locales. Le fait aurait été déclenché depuis le premier étage avant de se propager plus rapidement. Le service de santé ont indiqué que la plupart des victimes ont été prises en charge. Suivez le détail.出邊都嗌晒要火燭啊！走啊走啊走啊！咁啊走出嚟咯。即係你住附近嘅？我直情喺而家燒緊嗰座咯，唔係附近啦，我第三座。好大煙啊！已經着啦，已經燒啦，第五座已經燒晒啦，即係個好猛火，啲火勢已經吹過嚟啦，已經燒着咗我哋嗰邊啦，已經。佢一棟就連續燒咁樣就燒到跟住爆炸，一直爆嗰啲嘢落嚟咯。
Parlons de Jessica Edon, victime d'une séquestration ce vendredi 21 novembre aux États-Unis, précisément dans l'État de Pennsylvanie, où elle a été retenue dans un salon de coiffure par la propriétaire du salon pour des raisons que vous allez découvrir dans ce reportage. Suivez. Une cliente du nom de Jessica Odon a déclaré avoir été séquestrée et agressée dans un salon de coiffure appelé Mama Jefferson Hands à Birmingham, en Alabama, à la suite d'un désaccord sur le prix des tresses. Selon la cliente, victime de cette altercation, le prix initialement convenu était de $200 américains, sans aucun supplément envisagé pour les extensions de cheveux naturels utilisées. Lorsque la cliente a refusé de payer cet excédent de prix, et alors qu'elle tentait de partir, elle aurait été empêchée de quitter les lieux, bousculée, et ses cheveux auraient été tués. À l'instant où nous vous parlons, les auteurs de ce fait, dont Madame Aïssatou Kamara, aidée de ses employeurs, dont Julia Ondo et Gladys Audrey, ont été arrêtés et inculpés. À Washington, une fusillade survenue ce mercredi a coûté la vie à une militaire de la garde nationale. L'attaque a eu lieu au lieu de la station Farragut West, non loin de la Maison Blanche. Le second militaire a été gravement blessé. Le tireur, identifié comme un ressortissant afghan, a été interpellé après échange de tirs et sa motivation reste encore inconnue suivant le source du lieu. Alors, ce qu'on a appris, c'est que ça s'est déroulé à 14h15 exactement, juste derrière moi, comme vous l'avez dit, à 2 pas de la Maison Blanche. Le tireur, apparemment, ça aurait été une embuscade. Il a poursuivi les soldats de la garde nationale et aurait effectué 3 coups de feu, atteignant 2 d'entre eux. Et le 3e soldat de la garde nationale aurait tiré sur le suspect. Comme vous l'avez dit, les 2 soldats de la garde nationale sont dans un état critique à l'hôpital. Ils seraient de la Virginie occidentale. Le gouverneur de la Virginie occidentale, au départ, a dit qu'ils étaient morts. Et ensuite, il est revenu et a dit que les informations étaient confuses et que finalement, ils étaient toujours dans un état critique. Donc voilà, ça se passe juste avant l'Action de grâce, qui est une fête nationale aux États-Unis, où vraiment, même à Washington, la ville était vraiment déserte. Et ça s'est passé voilà, cet après-midi. Un des soldats de la garde nationale se serait réfugié dans un abribus quand le tireur a tiré sur eux. Donc il y a eu beaucoup d'éclats de verre et le suspect aurait été atteint finalement. Il a été également appréhendé et repose dans un état critique lui aussi à l'hôpital. On n'en sait pas beaucoup sur le suspect. Il n'avait pas du tout de papier d'identité sur lui. Et ce qu'on apprend par la police, c'est qu'il refuse complètement de coopérer. Écoutons justement le directeur du FBI, Kash Patel. 2 of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. What we know, Andrea, is that this is a targeted shooting. One individual who appeared to target these guardsmen, that individual has been taken into custody. Apparently there was a shooting outside the White House just a couple of hours ago. And we're still learning everything. We still don't know the motive. There's a lot that we haven't yet figured out. But what we do know is that a couple of National Guardsmen were injured in the line of duty. I think it's a somber reminder that soldiers, whether they're active duty, reserve, or National Guard, our soldiers are the sword and the shield of the United States of America. Ouverture diplomatique évoquée par Moscou en rapport avec la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine estime que les grandes lignes du plan de paix proposé par Donald Trump, président américain bien sûr, pourraient servir de base à un accord. Cette déclaration survient alors que les négociations internationales se poursuivent. Moscou indique que certaines garanties sont indispensables, notamment territoriales. Suivez de l'un des correspondants de la France 24.
plupart des Ukrainiens à qui je parle et la plupart des commentateurs, des experts qu'on peut entendre sur les médias sont convaincus que malgré ce que dit le Kremlin, en fait, ils ne sont pas sérieux. Et Vladimir Poutine ne veut pas la paix à ce stade et ne signera pas d'accord, surtout pas un accord modifié pour être moins favorable aux demandes du Kremlin que le plan en 28 points initial présenté, mais probablement même pas ce plan-là. Alors, même si les négociations s'accélèrent, peu de monde ici pense qu'elles vont aboutir. Quant à la pression américaine, il est toujours inquiétant pour les Ukrainiens quand ce sont eux qui sont sous la pression et pas les Russes. Mais chez les plus optimistes, il y a toujours cet espoir que Donald Trump, quand il va voir que, en fait, Vladimir Poutine ne veut signer rien du tout, va enfin mettre une vraie pression sur Moscou. Mais les déclarations récentes de certains membres de l'administration Trump et notamment de J.D. Vance ne vont pas du tout dans ce sens. Et le nouvel engagement du vice-président, visiblement assez hostile à l'Ukraine, inquiète ici, d'autant plus que Dan Driscoll, secrétaire aux armées et ami de J.D. Vance, semble assumer un nouveau rôle de négociateur. Il est même attendu à Kiev, je pense, selon Andriy Yermak, le chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, dans les prochains jours. Monsieur Driscoll est un proche de J.D. Vance et lors de sa visite la semaine dernière, il aurait adopté un ton très agressif auprès des ambassadeurs des pays de l'OTAN ici à Kiev en disant que l'Ukraine pourrait se voir forcée à adopter un accord encore moins favorable à l'avenir parce que son évaluation de la situation militaire était très... Il y a des frappes russes à moindre échelle toutes les nuits. C'était la ville de Zaporizhzhia qui a le plus souffert hier soir. C'était hier soir la frappe. Mais il y a aussi des frappes de drones ukrainiennes sur des cibles en Russie quasiment toutes les nuits aussi. Et ça, c'est un facteur d'espoir en Ukraine parce que l'effet de ces frappes sur l'économie et l'effort de guerre russe commence à se faire sentir. Mais le problème, c'est que les progrès russes dans la zone des combats dans l'est et dans le sud du pays fait que certains ici commencent à penser qu'en fait Dan Driscoll a peut-être raison de penser que l'Ukraine se trouvera dans une situation encore plus mauvaise dans quelques mois. Pour ceux qui sont de cet avis, l'échec probable de ces pourparlers est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est une bonne nouvelle si Kiev n'est pas forcé à accepter une mauvaise paix à ce moment défavorable parce qu'ils pensent que dans quelques semaines, dans quelques mois, l'offensive russe va culminer, les Russes vont commencer à manquer d'effectifs et la ligne de front pourrait même commencer à bouger. Traversons maintenant en France, où le gouvernement a annoncé un nouveau service national volontaire à caractère militaire d'une durée de 6 mois. Ces dispositifs visent à offrir aux jeunes un cadre d'engagement citoyen tout en renforçant la sécurité nationale. L'exécutif promet d'envisager tout le détail sur le budget, le recrutement ainsi que les missions dans les semaines à venir suivantes. Qui n'a pas peur de s'engager pour les autres, qui est fier de son pays, des valeurs républicaines qu'il incarne. Oui, notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie. Notre armée est le cadre naturel d'expression de ce besoin de servir. Notre nation sera forte si notre jeunesse est unie autour de nos valeurs. Ne demandons pas comment notre jeunesse peut être utile à la nation. Offrons-lui un idéal en même temps que cette liberté de le servir. En janvier dernier, lors de mes vœux aux armées, je rappelais l'attention que je porte depuis le premier jour de mon premier mandat aux forces morales de notre nation, à sa capacité à se tenir prête. Et face à l'accélération des périls, je demandais au ministre des Armées et au chef d'état-major des armées de formuler des propositions pour donner à notre jeunesse le choix de servir en renforçant les rangs de nos armées. La veille du 14 juillet, devant nos armées réunies à l'hôtel de Brienne et qui s'apprêtaient à défiler sur la plus belle avenue du monde, j'annonçais aux Français qu'un nouveau cadre pour servir au sein des armées serait décidé à l'automne. Nous y sommes. Le président Jacques Chirac avait pris la décision en 1996 de suspendre le service national obligatoire universel. La fin de la guerre froide avait rendu inutile un modèle de masse et nécessaire le besoin d'une armée professionnelle et plus réactive.
Au fil du temps, dans les années 90, le service national était devenu ni véritablement universel, ni véritablement équitable. Un jeune sur 3 y échappait, le brassage social espéré n'était plus une réalité, les missions confiées étaient souvent peu valorisantes et les talents parfois pas assez reconnus. Les coûts structurels d'un tel modèle avaient fini par devenir disproportionnés par rapport à son efficacité. Oui, la décision d'alors était juste. Et revenir en arrière serait à cet égard ni sérieux ni utile. Rétablir le service national obligatoire et universel est une idée portée par ceux qui méconnaissent la réalité de ce que sont nos armées aujourd'hui et des missions qui leur sont confiées. Nos armées n'ont plus vocation à encadrer ni à accueillir la totalité d'une classe d'âge, ce qui représente entre 600 000 et 800 000 jeunes. Surtout, un tel modèle de conscription obligatoire et universelle ne correspond pas aux besoins de nos armées ni aux menaces. Dès 2018, à travers revues stratégiques, puis à travers les 2 lois de programmation militaire successivement votées, nous avons répondu à la menace telle que nous l'analysions, en réparant puis en modernisant nos armées. Nous l'avons fait avant tous les autres autour de nous et n'avons pas attendu 2022 pour cela. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'armée la plus efficace d'Europe et nous comptons le rester. La revue nationale stratégique actualisée en juillet dernier a validé cette approche. Elle nous a conduit à adapter encore l'effort, ce que j'annonçais le 13 juillet dernier, qui sera décliné dans les semaines et mois à venir par la ministre des Armées et la ministre déléguée et le SEMA. Et cette évolution de la menace nous a conduit aussi à prendre de nouvelles décisions. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre, pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. Alors, comment accueillir cet élan de notre jeunesse et préparer notre nation aux défis et menaces qui s'annoncent? Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion au sein d'une classe d'âge, l'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Je porte aujourd'hui un projet pensé dans la grande tradition française de l'engagement, quand il s'agit de défendre le pays que nous sommes. N'oublions jamais que chaque fois que l'histoire l'a exigé, la jeunesse de France s'est engagée et mobilisée, fidèle en cela à cette chaîne des temps qui relie les volontaires de l'an 2 jusqu'aux maquisards des Glières et du Vercors. Et je veux ici saluer le travail mené depuis janvier dernier par les ministres et les SEMA. Je veux prendre le temps d'exposer à la nation ce service national pour notre jeunesse. Le service national s'adressera aux jeunes Françaises et Français majeurs qui auront exprimé leur volontariat lors de la journée défense et citoyenneté, qui deviendra journée de mobilisation en se recentrant sur les fondamentaux. Je veux ici insister sur le fait que le service national concernera seulement des volontaires et le cœur sera constitué par les jeunes âgés de 18 à 19 ans. En cas de crise majeure,
le Parlement pourra autoriser de faire appel, au-delà des seuls volontaires, à ceux dont les compétences auront été repérées durant cette journée de mobilisation, et alors le service national deviendrait obligatoire. Mais ce cas exceptionnel mis à part, ce service national est un service des volontaires, sélectionnés ensuite pour répondre aux besoins de nos armées. Ce service national s'inspire des pratiques de nos partenaires européens, en particulier de la Norvège. À l'heure où tous nos alliés européens avancent face à une menace qui pèse sur nous tous, la France ne peut demeurer immobile. La ministre des Armées aura l'occasion de préciser les conditions dans lesquelles les candidatures pourront être déposées à compter de mi-janvier 2026. Les volontaires seront sélectionnés par les armées qui choisiront parmi eux les plus motivés et ceux qui répondent le mieux à leurs besoins. Ils serviront sous statut militaire, seront dotés d'un uniforme, d'une solde, d'un équipement. Le service national s'effectuera au sein des armées et sera piloté par le seul ministère des Armées. Si le service national commencera dès 2026, les jeunes pourront aussi exprimer le souhait en 2027 d'effectuer leur service national au sein de la Gendarmerie nationale, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Toujours en France, la Cour de cassation rejette le pourvoi initié par l'ancien président français Nicolas Sarkozy contre la condamnation prononcée en février 2024 dans l'affaire Big Malion, où il a été poursuivi pour financement illégal de sa campagne Nicolas électorale Sarkozy à la a déjà été présidentielle condamné aujourd'hui par la justice. 2012. C'est dans Bien l'affaire sûr, qu'on appelle Big cette Malion. condamnation C'est quoi devient cette donc affaire? En 2012, définitive Nicolas par Sarkozy rapport à a un celle qui a objectif, été rester président. prononcée, Pour faire campagne, il a besoin d'argent. En France, la loi le dit. Un candidat à la présidentielle a le droit de dépenser jusqu'à 22,5 millions d'euros. Et pour cette campagne, les enquêteurs disent que Nicolas Sarkozy a dépensé 43 millions d'euros, soit presque le double autorisé. Et à l'époque, l'argent mis dans sa campagne se voyait avec d'énormes meetings organisés. Pour cacher ce dépassement financier, un système aurait été mis en place. Une société appelée Big Malion aurait créé de fausses factures. Au lieu de mettre les dépenses sur la campagne de Nicolas Sarkozy, ces factures auraient été payées par son parti politique de l'époque, l'UMP aujourd'hui appelé LR. Tout ça aurait permis de faire croire que la campagne coûtait moins cher qu'en réalité. Dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy a déjà été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme le 14 février 2024. Mais à l'époque, il avait le droit de demander à ce que le procès soit annulé en totalité ou en partie. Et c'est cette décision-là qui a été rendue aujourd'hui. Allons en République démocratique du Congo, après plusieurs audiences publiques marquées par le débat intense, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe vient de rendre son jugement définitif dans l'affaire impliquant Madame Honorine Porsche, poursuivie par l'auditeur militaire pour des faits infractionnels commis lors du braquage perpétré à l'enceinte de l'agence, des agences bien sûr de la société Rabobank. Récemment, vous allez suivre ces détails dans ce journal. Après de longs mois de bataille judiciaire, la justice a rendu son verdict. Honorine Porsche écope de 10 ans de prison ferme. En plus de cette peine, elle devra payer 300 millions de francs congolais pour réparer les dégâts causés lors du braquage à la Rabobank. Le tribunal a reconnu coupable de vols à main armée et d'actes de terrorisme. Pour le président de la composition, la loi est claire. En cas de commis d'infraction, c'est la peine la plus lourde qui s'applique conformément à l'article 7 du Code pénal militaire. La déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme. Dans ce même dossier, les 2 policiers et les agents de gardiennage de la banque poursuivis aux côtés d'Honorine ont été acquittés. Les juges ont estimé que les preuves présentées ne permettaient pas d'établir leur implication ni de loin ni de près. Le tribunal dit non établi, en fait comme en droit, les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge des prévenus Molo, Katoka, Kachama, Ingambo,
Kapinga et Benjamin. Il déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Ordonne leur libération immédiate. Avec cette décision, la justice congolaise veut rassurer la population et montrer sa détermination à lutter contre l'insécurité et le banditisme urbain connu sous le nom des Kuluna qui continue de semer la peur dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Un verdict qui se veut aussi un avertissement à tous ceux qui s'adonnent au crime. Nous allons clôturer cette édition avec la nouvelle concernant l'église de la sainteté du Dieu vivant, révélée par Dieu à travers son serviteur, le révérend saint prophète Rifin Zuri Ngokaba, qui vient tout justement de faire son entrée dans la vie de Kinshasa pour la propagation de ce message qui invite les gens à vivre une vie de sanctification, à une vie de sainteté, tout justement à une vie de bonne conduite. Tout justement, vous allez suivre le représentant légal arrivé à Kinshasa, ses déclarations. Suivez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Le peuple saint, j'espère que non, tout le monde se porte bien. Et je vais d'abord vous saluer. Le Dieu vivant est saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Je sais que nous sommes arrivés maintenant à Kinshasa. Ce voyage, c'est Dieu qui nous a envoyés ici pour sa mission. Je sais que vous allez regarder ça sur notre chaîne qui est sur YouTube, LSTV 200 et S2V. Pour réellement que ces messages soient maintenant répandus à travers le monde. Pourquoi je suis là aujourd'hui à Kinshasa? Je suis venu dans une mission pour réellement propager cette bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est le message de la sainteté. Et le message de la sainteté est situé où? Dans la Bible. Et quand nous allons dans la Bible, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 à 7, qu'est-ce que nous dit la Bible là? Là, la Bible nous dit que puisque c'est lui qui vous a appelé, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Et comment devenir un saint aujourd'hui? Parce que vous allez nous poser des questions. Est-ce que toi tu peux être saint? Oui, je peux être saint parce que c'est la Bible qui me donne cette autorisation-là de devenir aussi un saint. Parce que c'est lui qui nous a appelés, il est saint. Et moi aussi, je devais aussi être saint. Et dans toute notre conduite, c'est-à-dire partout où nous pouvons nous retrouver aujourd'hui, nous devons vivre selon cette écriture, selon cette parole, la sainteté. C'est pourquoi notre Église se nomme Église de la sainteté du Dieu vivant. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort, mais nous avons un Dieu vivant, un Dieu réel que nous pouvons montrer à travers le monde partout. Nous avons commencé dans la ville de Mbujimai, mais aujourd'hui, nous sommes dans la province de Kinshasa. La mission est tellement grande, très vaste. Là, de l'autre côté, à Brazza, on nous attend déjà. À Pointe-Noire, on nous attend déjà. De l'autre côté, en Angola, on nous attend. Le maître est déjà là et je les salue aussi de notre côté parce que je sais que c'est lui aussi qui est au four et au moule pour que ces messages aussi puissent être éparpillés de l'autre côté en Angola. Kabinda, nous y serons là-bas toujours. C'est pour la bonne nouvelle, même à Lubumbashi, nous y serons là parce que nous avons dit que non, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est Dieu donc qui nous a donné cette parole. Et nous sommes en train de véhiculer avec ce message. Nous avons quitté de loin. Et aujourd'hui, ce qui avait été dit il y a de cela 8 ans passés, que la mission doit se réaliser. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Toujours dans cette mission de parler sur le message de la sainteté. Et c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui faire. Et voilà, à ce stade, je viens d'aller pour déposer maintenant notre document au ministère de la Justice pour voir la personnalité juridique et pour bien évoluer maintenant à travers le monde. Je sais que beaucoup de peuples qui seront là en Mbujimai vont aussi me suivre, la division D, la division 4. J'espère que nous sommes toujours ensemble avec vous. Moi, en tant que votre représentant légal de ces glorieux messages, je suis là toujours avec vous et pour propager partout, parce que la mission est tellement... Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous vous invitons de pouvoir liker et partager la présente vidéo, de rester fidèle à notre chaîne LSTV qui vous offre deux surprises. Nous vous rappelons que nous vous réservons des surprises pour l'avenir. N'hésitez pas de les liker. On se retrouve